Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur CDR. Pour ce troisième rendez-vous, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louise Michel, qui est l'auteur d'un mémoire de Master 2 sur la modération dans les groupes Gilets jaunes sur Facebook. Alors c'est un gros morceau parce que on sait qu'une partie du mouvement des Gilets jaunes a énormément utilisé Facebook. On va pas se le cacher, on s'est rencontré avec Louise et l'équipe de la modération de CDR au sein du groupe. Ça a été l'occasion pour elle d'échanger sur comment on modère, comment les admins et les modérateurs de ces groupes s'organisent pour diffuser l'information, quelle information ils diffusent, sachant que évidemment les gens qui sont membres, les personnes membres des groupes, comme beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément la vue sur le groupe dans son entièreté. Donc on va accueillir Louise. Alors c'est Louise Michel, c'est pas une blague. On fait pas une thématique sur les grandes personnalités historiques et sur l'anarchisme en particulier, parce que sinon on va nous le dire, on va vous dire ouais, Louise Michel c'est un pseudo. Donc je vais laisser Louise se présenter et présenter son travail dans les grandes lignes, et puis on va revenir au fil de la conversation sur des points particuliers. Louise, bonsoir. Bonjour Béranger, bonjour à tous. Bonsoir. Oui, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés l'année dernière à l'occasion du travail, une enquête, plus exactement, que j'ai menée sur la modération dans les groupes de Gilets jaunes sur Facebook. Donc, ça a été un long travail sur une année qui était d'abord parti sur une étude des groupes Facebook en se demandant en quelque sorte ce qui se passait dessus. Parce que j'avais remarqué un gros rebond des conversations depuis le premier confinement en 2020. Ce qui était assez étonnant quand on regardait, mis à part sur les gros événements comme la loi sécurité globale ou la question des retraites, ça faisait un moment qu'on n'avait pas revu une masse de gilets jaunes dans l'espace public. Et finalement, quand on regardait les conversations sur Internet, on constatait qu'il y avait énormément de conversations. Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas se demander qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce que ça veut dire de notre mouvement, de la contestation sociale aujourd'hui et des collectifs en fait de résistance et de contestation sociale et politique de la modernité. À partir de là, du coup, je me suis dit qu'il fallait mieux en parler aux experts de ces différents groupes et je me suis orientée vers les modérateurs qui sont donc souvent en charge de ces groupes et dont les rôles ne sont pas toujours très bien connus. Donc, dans les grandes lignes, il s'agissait de se demander, dans le cadre de ce renouvellement des formes de collectifs de résistance et de contestation de nos jours, comment la modération, en fait, elle pouvait agir de manière structurante sur ces groupes et qu'est-ce qu'elle pouvait nous dire, du coup, de l'engagement aujourd'hui en lien entre l'univers physique et l'univers numérique. Donc, à partir de là, j'ai mené l'enquête auprès donc du groupe CDR, mais également d'autres groupes, un de Grenoble et un de Paris. Donc, même si je me suis plus intéressée à la situation grenobloise et du territoire national avec CDR, parce que j'ai pas pu entrer en contact avec le modérateur du groupe de Paris. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que la modération, non seulement quand elle est faite dans un cadre engagé, elle recouvre finalement en grande partie les pratiques qui sont déjà peu connues des modérateurs dans des cadres commerciaux, c'est-à-dire lorsqu'ils sont payés pour faire ces tâches. C'est quand même une activité très chronophage et on s'en rend pas toujours compte depuis derrière nos écrans. Mais également comprendre qu'est-ce qui est changé par rapport à justement une modération dans un cadre commercial quand il s'agit d'être engagé dans le mouvement des Gilets jaunes et de modérer dans ce cadre-là. Donc c'est finalement une partie prenante d'un engagement et c'est pas non plus une idée de s'engager en ligne pour de temps en temps s'intéresser à une cause qui nous prend. C'est quelque chose qui se vit dans la vie de tous les jours et qui demande énormément de réflexion collective, énormément de travail sur soi-même aussi pour essayer de donner plus d'importance à la réflexion du groupe qu'à ses propres avis, ses seuls avis et ses seuls intérêts personnels. Et dans un deuxième temps, du coup, je me suis intéressée donc à comment elle le structurait, ces groupes. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, en fonction de différents modes, différentes manières de penser comment vous souhaitez modérer les groupes, qui étaient souvent très en lien avec ce que les militants Gilets jaunes vivaient sur le terrain eux-mêmes, et finalement, on tendait à reproduire un certain cadre interactif, c'est-à-dire des possibilités de discussion, des possibilités de sujets, mais aussi un certain cadre d'hospitalité pour éviter que les gens s'écharpent entre eux sur ces groupes Facebook. Et donc, à partir de là, ce qui m'a amené aussi et ce
ce qui serait beau de poursuivre à l'avenir, sur la question de finalement comment on peut s'organiser aujourd'hui en dehors des organisations plus traditionnelles pour avoir des projets collectifs et continuer des actions de résistance en utilisant de ces réseaux sociaux. Très intéressant. On reviendra sur l'aspect, sur l'utilisation des réseaux sociaux en termes d'organisation des militants. Et sur l'aspect sécuritaire, l'utilisation de pseudos par exemple, parce que certains font le choix évidemment de pas forcément avancer masqué, parce que on a tous une vie professionnelle, une vie personnelle, etc. Mais en fait, comment tu as fait ta sélection? Alors j'ai compris que tu as fait une sélection par le territoire, c'est-à-dire que par ton implantation toi locale, avec des groupes avec des gens qui étaient autour de toi. Et comment tu as choisi en fait à la fois les groupes et puis ensuite tu es allé vers les modérateurs. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre entre les groupes, enfin ta sélection, ta façon de sélectionner les groupes et ton approche des modérateurs, et puis comment se sont passés les échanges? Bah, tout d'abord, dans l'idée pour sélectionner les groupes, donc ce serait paru, à mes yeux, presque insensé, on va dire, de pas réfléchir à ce qui avait déjà eu lieu dans le monde réel, dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est quand même un mouvement qui a marqué beaucoup les esprits parce qu'il a eu lieu dans des communes, il a eu lieu proche, en fait, finalement, de manière assez proche des habitations de tous ceux qui se sont mobilisés. Donc, j'avais dans l'idée de regarder à la fois ce qui pouvait avoir lieu à une échelle plus globale, au niveau du territoire national, mais aussi ce qui avait lieu de manière locale. J'avais plusieurs hypothèses, donc par exemple celle du fait que les situations étaient vécues différemment suivant là où s'était produit le mouvement et suivant qui s'était rencontré. La sélection que j'ai faite au tout départ, donc de choisir Paris, Grenoble et le territoire national. Donc le territoire national, c'était quand même d'aller s'intéresser à un point de vue global, puis c'était quand même très surprenant de voir que certains groupes pouvaient rassembler jusqu'à 340, 390 000 membres. C'est étonnant et on se demande surtout pour quelles raisons peut-être les gens continuent de publier sur de tels groupes. Ça paraît compliqué à gérer. Et d'un autre côté, donc Grenoble et Paris, je les ai pris plus honnêtement parce que j'ai un minimum de connaissance de ces deux zones, ce que je pourrais pas dire de beaucoup d'autres endroits de la France. J'ai pas vécu à énormément d'endroits, mais j'ai vécu dans ces deux villes et ça me permettait d'avoir une certaine connaissance de la culture qu'il peut y avoir sur place. Et ça me facilitait aussi le fait de pouvoir rencontrer les personnes parce qu'au départ, j'avais très envie de rencontrer en direct en fait chacune des personnes que j'ai pu interviewer, ce qui n'a pas été facilité par la situation qu'on a vécue l'année dernière. Et du coup, les rencontres. Et sur les rencontres, ça a été un vrai challenge et une vraie surprise, je dirais. Parce que autant quand je suis allée à Grenoble, c'est une ville que je connais, donc c'est des rencontres que j'ai faites dans des lieux que je connaissais, où les conversations parfois dérivaient sur des choses qu'on peut partager quand on habite dans un même endroit. Je pense que la partie la plus intrigante, finalement, c'était la rencontre avec les personnes de CDR, les modérateurs de CDR, parce que ça s'est fait par Internet, donc sur différents modes, par mail, par Messenger ou par téléphone. Et c'est quelque chose que personnellement, j'avais pas beaucoup pratiqué avant dans ma vie, de rencontrer des personnes via Internet. Et ça s'est avéré intéressant aussi pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait vivre cette partie-là du mouvement où finalement on se retrouve à travailler ensemble sans se connaître en direct, sans toujours s'être vu. Et alors, avant encore qu'on ouvre le capot de la machine et qu'on vienne sur des points particuliers de ton mémoire, qu'est-ce que tu peux dire en fait de l'influence des groupes éventuellement sur l'organisation sur le terrain concrètement? Donc chez CDR, tout le monde le sait, CDR veut dire carte des rassemblements. Et au début du groupe, donc l'idée c'était de signaler tous les ronds-points de France et que les gens sachent où se rendre le plus près de chez eux. Et ça, on va voir très prochainement dans une autre partie en quelque sorte comment s'est structuré CDR avec cette idée-là. Mais est-ce que tu penses que voilà les groupes Facebook et l'utilisation des réseaux sociaux a permis vraiment à des citoyens qui à la base n'étaient pas des militants politiques, parce que les Gilets jaunes, on est hors cadre politique, on est en dehors de tous les partisanismes qu'on est dans le passé. Est-ce que tu penses que qui est l'œuf, qui est la poule? Est-ce que Facebook, l'utilisation des réseaux a découlé d'un mouvement social puissant, ou est-ce que le mouvement social plutôt puissant a été amplifié par le réseau? Comment tu vois la chose?
Ce qui est intéressant en fait de penser aujourd'hui, c'est pas moi qui l'invente, hein, il y a beaucoup d'autres chercheurs avant moi qui ont travaillé dessus. Il faut sortir en fait toujours de cette idée de se dire qui est l'œuf, qui est la poule. Mais d'abord, ce que je rappellerai, c'est qu'en soi, ces technologies, c'est des outils. C'est-à-dire qu'un outil n'est rien en dehors des usages qu'on en fait. Donc, plus largement, souvent quand on s'intéresse aux questions telles que qu'est-ce qu'Internet peut faire aux mouvements sociaux ou aux personnes, enfin, aux individus en général, la réponse, elle est souvent plutôt qu'est-ce que les individus font à ces réseaux sociaux. C'est en soi, si on parle de Facebook, Mark Zuckerberg a mis un outil à disposition, mais si son outil a aussi pris de cette manière, c'est parce que les gens l'ont utilisé. Donc c'est une hypothèse qui avait été avancée dès le début du mouvement, c'est-à-dire que oui, Facebook peut-être être un lieu de rencontre finalement, un moyen de communication qui a particulièrement permis à des personnes qui n'étaient pas dans les réseaux, sur les espaces numériques préexistants d'organisations syndicales ou politiques auparavant, elle leur a permis de se rencontrer, de rentrer les uns les autres en contact. Après, plus globalement, si on demandait est-ce que c'est Facebook qui a permis le mouvement des Gilets jaunes, je pense pas que je serais d'accord. Parce que c'est probablement plutôt un mouvement qui était finalement à l'intérieur des gens ou dans la vie en général en dehors, quelque chose qui les poussait à vouloir aller vers autre chose, à vouloir se mobiliser, à vouloir exprimer des protestations, une colère, une demande de changement, qui a fait que ça a pris via cet outil. On dit souvent est-ce que Internet pourrait permettre la démocratie? Probablement pas. C'est un chercheur connu qui s'appelle Dominique Cardon qui disait ça. Par contre, on peut se demander si c'est pas un mouvement de démocratisation, de demande de démocratisation plus globale dans la société qui aurait donné lieu à la naissance d'Internet. C'est un peu, je pense, la même histoire avec les Gilets jaunes. Je vais en profiter pour introduire notre petite voix à nous chez CDR, qui a peut-être une question à te poser. Je laisse la parole à la petite voix qui est grande et qui va se présenter elle-même. Bonsoir, oui, c'est Gwen de CDR. Bonsoir Louise. Bonsoir. Je voulais revenir un peu en arrière, en fait, pour savoir pourquoi tu avais choisi ce sujet d'étude. Alors, pas de manière resserrée la modération dans les groupes Gilets jaunes, mais de manière plus large, les Gilets jaunes, finalement. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce sujet d'étude? Parce que j'ai lu ton mémoire et il y avait des phrases que j'ai trouvées intéressantes à ce sujet. Et voilà, je voulais en savoir plus. Globalement, si je me suis intéressée, c'est un peu compliqué de remonter jusqu'au bout parce que la période où j'ai commencé à m'intéresser au mouvement et où le mouvement est né, j'étais pas en études, je travaillais. Et c'est quand j'ai repris mes études que je me suis dit oui, ok, j'ai envie de travailler sur les questions des mouvements sociaux, sur la question tout ce qui est des formes de résistance politique, sociale. C'était pas sans lien avec comment je m'appelle, même si c'est pas moi qui ai choisi mon appellation, mais c'est quelque chose qui vous amène à vous poser des questions au fil de la vie. Et au tout départ, je me posais pas mal de questions sur la question de la violence, largement dans le monde, qu'elle soit physique ou sociale. Et c'est vrai que quelque chose que j'avais pu fortement remarquer, c'était des commentaires qui étaient des commentaires en fait difficiles, voire horribles, je dirais, qui ont eu lieu sur le mouvement, sur ses participants, et qui avaient tendance à, en fait, finalement, à vouloir réduire c'est une incompréhension, je pense, qui venait de la part des médias plus traditionnels, des politiciens, mais aussi d'une partie de la société, qui finalement était amenée à être retournée en une sorte de dénonciation qui justifiait de non prise en compte des Gilets jaunes, en montrant en quelque sorte que ce serait un problème d'intelligibilité du système politique qui serait à l'origine de ce mouvement et que, enfin, c'est une réduction, ouais, un mépris, je pense que personnellement qui m'a indignée, qui m'a beaucoup prise. Et avec plus de recul aujourd'hui, je pense que oui, c'est aussi un mouvement qui m'a touchée parce que il se rapprochait de mon expérience vécue, de mes proches qui m'entourent, et je m'identifiais à cette lutte, je m'identifiais à la manière de se penser comme collectif. Mais au tout départ, il y avait une vraie volonté de permettre une plus grande compréhension du mouvement face à des propos que je pense étaient complètement déplacés et oui, violents, en fait. Oui, bah oui, tout à fait. Merci pour la réponse parce qu'effectivement, c'est ce que j'avais lu, entre autres, que tu avais constaté la violence de certains commentaires
tenue à l'égard des Gilets jaunes, et aussi tu notes nombreux commentateurs du mouvement qui essaient de réduire la réalité de celui-ci à peu de choses finalement. Et donc, voilà, je trouve que le travail que tu as fait et le travail de tous ceux qui font, parce qu'heureusement il y en a quand même, de montrer un peu plus la réalité et l'importance de ce que ça peut avoir, c'est extrêmement important effectivement pour nous tous. C'est important, je pense, pour nous tous, mais pour tout le monde, même en général, parce que finalement, on passerait peut-être à côté de quelque chose qui est important pour notre société aussi, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, autant de personnes qui se sont mobilisées, les violences qui ont eu lieu lors des premiers jours de manifestation. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et c'est quelque chose qui met aussi en avant que certaines valeurs qu'on dit valoriser dans notre société ne sont pas réalisées comme elles le devraient, en tout cas sur notre organisation politique ou principalement sur notre organisation politique et sociale, et que les choses sont toujours à faire et à refaire. Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que le mouvement Gilets jaunes n'aurait pas périclité sans l'utilisation des réseaux sociaux? Alors, je mets Facebook en particulier parce que CDR, on a un gros groupe et du coup, il y a quelques gros groupes quand même un peu structurants sur ce réseau-là. Mais est-ce que tu penses que le mouvement aurait périclité ou n'aurait pas été le même sans l'utilisation de Facebook? C'est compliqué de répondre à cette question puisque de toute façon Facebook était là. Ce serait, je peux pas supposer une réalité dans laquelle les choses auraient été totalement différentes. Après, globalement, je pense que faut pas non plus tout mélanger, dans la mesure où on voit que Facebook accompagne, voire même ce qui a lieu en son sein peut structurer en partie les interactions entre les personnes et donc participer à organiser le mouvement. Mais en même temps, ce que j'ai pu remarquer au travers de l'enquête, c'est que ce qui se passait sur le terrain avait tendance à se retrouver dans ce qui se passait sur le réseau social. Donc, potentiellement, si le mouvement périclitait sur l'un ou sur l'autre, en fait, ça avait lieu dans les deux. On peut pas dire que l'un était de la faute particulièrement de l'autre. Les problèmes étaient probablement plutôt liés à d'autres éléments, comme la culture locale. C'est en partie ce qui s'est passé à Grenoble, où ça a été de plus en plus compliqué pour toutes les personnes mobilisées dans le cadre du mouvement Gilets jaunes de rester soudées, parce qu'il y avait énormément finalement d'appartenances politiques différentes et qui ont parfois causé des vrais clivages et des départs de certains. Donc ça a été très difficile pour eux de maintenir le groupe sans être très fragmenté. Mais c'est pas la faute à ce qui se passait sur Facebook ou sur les terrains. Les deux se reflétaient finalement. Et donc tu veux dire par là que la fragmentation idéologique qu'on voit dans des groupes Facebook, elle vient d'abord de ce qui se passe sur le terrain. Donc Facebook, c'est un reflet de ce qui se passe. On sait que les Gilets jaunes, qui sont un mouvement en théorie apartisan, pas apolitique, mais apartisan, on sait que parmi les Gilets jaunes, il y en a qui sont plus attirés par la gauche, d'autres par la droite, d'autres, il y a des abstentionnistes, il y a même des gens qui avaient voté Macron, paraît-il, et qui se sont retrouvés sur les ronds-points. Enfin, personnellement, j'en ai rencontré, donc je sais que ça existe. Et tout ça, c'est le reflet. Est-ce que Facebook reflète vraiment cette fragmentation et cette diversité idéologique du mouvement Gilets jaunes? Et en conséquence, c'est bien pour ça que peut-être les Gilets jaunes ont eu du mal à un moment à avancer un peu, parce que la fragmentation est telle qu'on refuse tel porte-parole, tel leader, telle personne, parce que c'est trop compliqué de faire la synthèse de tout ça. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est très compliqué de faire la synthèse de tout ça, mais après, c'est aussi ce qui a fait en partie, c'est aussi une des forces de ce mouvement. La fragmentation, elle se reflète. Après, quelques enquêtes pourraient nous dire que peut-être qu'on a d'autres personnes qui vont être présentes en ligne qu'on va pas retrouver sur le terrain et inversement. Mais finalement, c'est ce qui est ressorti par mon étude, c'était que le travail qui est effectué par les modérateurs et les administrateurs permettait, en quelque sorte, ce reflet, permettait comme une sorte de garance pour éviter que justement cela se détache trop, s'éloigne trop du terrain. Donc, c'est à chaque modération finalement sa manière de correspondre à son terrain, en quelque sorte, je dirais. C'est-à-dire qu'à Grenoble, ils ont mis en place une modération qui était assez dans le laisser-faire, mais qui allait quand même dans un certain sens de protection. Ils ont eu pas mal de problèmes avec une surveillance des forces de l'ordre, visiblement, sur Internet.
mais aussi protéger les membres entre eux. Il voulait éviter que des conflits trop violents et où un appel à la violence physique ait lieu au sein du groupe, aussi bien sur le terrain que sur la page Facebook. C'est pas les mêmes problèmes qu'on rencontre au niveau du territoire national, mais il en a s'agi de même du côté de CDR sur le fait de faire attention à certains qui essayaient de tirer vers un bord ou vers l'autre, qui essayaient d'inclure, par exemple, dans les questions partisanes, les discussions qui sont liées au mouvement des Gilets jaunes. Il y avait aussi la question du respect des identités. On n'est pas face au même problème, mais dans les deux cas, la modération cherche à refléter finalement et concourt à refléter, à restructurer en quelque sorte un même contexte pour que les gens puissent échanger et tout en étant dans l'esprit Gilets jaunes. Alors, est-ce que tu arrives à tracer la ligne de tous les groupes Gilets jaunes et de tout le travail des différents administrateurs? Parce que tu parlais d'une sorte de laisser-faire dans certains groupes. Chez CDR, on a travaillé sur une charte qui a été collectivement établie au fil du temps. Est-ce que tu arrives à avoir une ligne, un petit peu une cohérence entre divers groupes où vraiment c'était chaque groupe avait ses spécificités, on laisse passer les informations propres au mouvement et puis on tolère le reste. Et après, on attaquera évidemment la partie sur la pandémie parce que c'est un gros morceau de ton mémoire. Mais est-ce que vraiment il y a une cohérence, il y a une ligne commune à tous les groupes et aux modérateurs, à la façon de modérer dans tous les groupes en tout cas? On garde une ligne commune globalement parce qu'il y a quand même plusieurs, je dirais, critères qui correspondent au mouvement. Donc, comme celui qu'on a évoqué, la question d'être apartisan et non pas apolitique, et justement le fait donc d'avoir des discussions sur la politique en général, sur ce qui est de l'ordre de la contestation sociale, ce qui est de l'ordre du monde qu'on voudrait voir ou de ce qui ne va pas dans celui-là, des problèmes liés à la gouvernance. On retrouve quand même globalement dans les discours des modérateurs des choses qui sont assez similaires sur le fait que l'idée même de ces groupes et de ces rassemblements en public, c'est de mettre en discussion ce qui est à contester aujourd'hui dans notre organisation sociale ou politique. Donc ça c'est pas quelque chose qui, c'est pas une différence, enfin c'est quelque chose qui les rassemble ces groupes. Après, on peut quand même, cette étude, elle m'a permis d'essayer de mettre en exergue un certain panorama, une certaine étendue, allant d'un groupe qui va être plus de proximité à quelque chose du territoire national, en imaginant que dans le premier, on peut se permettre beaucoup de laisser faire. Dans le dernier, on a à faire face quand même aux règles de Facebook qui sont pas des plus simples et qui demandent une sacrée rigueur de la part des modérateurs pour pas que la page soit suspendue ou qu'elle soit restreinte. Donc dans ce cas-là, on était quand même sur un niveau de contrôle des discussions qui est nettement plus important, qui n'est pas forcément choisi, il est en partie imposé par les demandes de la plateforme, mais qui est aussi parfois nécessaire pour éviter que les discussions aillent dans tous les sens, parce que quand on arrive à de tels groupes, ça peut même être pour les personnes qui les utilisent difficile d'interpréter ce qu'on peut se permettre ou non de discuter dans ces groupes. Après, reste un schéma que j'ai pas pu pousser, qui m'a seulement permis d'évoquer certains risques pour les groupes. C'est celui du cas où des personnes modèrent tout seuls. Il y en a quand même pas mal, et des groupes que moi je suis personnellement, il n'y a pas toujours eu les mêmes destins. Donc c'est là où c'est plus compliqué de savoir. C'est-à-dire que certains de ces groupes où on a un seul modérateur continuent toujours aujourd'hui d'être très portés sur les objets de la contestation sociale ou de la dénonciation de la résistance politique. Mais on en a d'autres qui avaient, c'est ce qui s'est passé, donc ce qui a été observé dans le cas de la crise sanitaire, qui ont beaucoup dérivé des objets de la contestation pour prendre d'autres objets d'intérêt dans les discussions. C'est compliqué, je pense, quand on voit le travail que demande la modération, d'imaginer ce que ça peut être de le faire seul. Et après ça peut être compliqué aussi parce que sans avoir pu discuter avec cette personne, je peux pas savoir comment est-ce qu'elle elle établissait des règles. C'est ça qui devient compliqué. C'est comment établir des règles pour un collectif qui se veut radical sur la question de l'établissement des règles en collectif lorsqu'on a quelqu'un qui le fait seul. Est-ce qu'il est en contact avec d'autres personnes qui l'aident à réfléchir tout ça, ou est-ce que certains le font uniquement seuls, et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va donner comme cadre de discussion? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Alors, tu n'as peut-être pas la réponse à cette question, mais est-ce que tu arriverais justement à nous dire une fourchette peut-être sur tous les groupes? Est-ce que tu as l'impression que les groupes fonctionnent quand même plus majoritairement en collectif ou plus sur 1, 2, 3 individus maxi? Enfin, est-ce que la gestion d'un groupe Facebook Gilets jaunes,
elle incite au travail collectif, ou alors on peut voir des gens qui décident comme ça un peu de prendre le pouvoir. On aura l'occasion d'en reparler, mais qui préfèrent donc, qui prennent le pouvoir et puis qui gèrent un groupe avec des milliers de gens à l'intérieur et puis qui font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Je pense qu'on retrouve les deux situations, hein. Ce qui était assez intéressant, c'est de voir que finalement en local, on a rarement des groupes de dizaines de personnes qui modèrent une page. Mais en même temps, il y a une certaine pression sociale du groupe Gilets jaunes plus large sur le terrain qui s'effectue dans le cas de Grenoble. Les personnes avec qui j'ai pu discuter m'ont expliqué que à un moment donné, un certain modérateur avait s'était permis un contrôle un peu trop important sur la page, et que même si cela c'est pas quelque chose qui se voyait sur Facebook, sur le terrain dans leurs réunions, ils avaient appelé un certain putsch de la personne au niveau de la gestion de la page. Donc même si on a 2-3 modérateurs en local, il est possible que les discussions qui ont lieu en dehors de ce qu'on voit sur la page donnent quand même lieu à une certaine réflexion collective, et que la pression que peut exercer l'importance de la détermination collective de ce qui peut être dit, de ce qui peut être discuté et de ce qui doit être évité ait quand même lieu, même si on voit que 2 modérateurs. Après, je pense qu'il est aussi possible d'avoir des personnes qui décident d'elles-mêmes tout seules. C'est un gros débat qui finalement reste avec nous depuis le début du mouvement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des têtes qui ressortent, ou est-ce que on est vraiment face à des décisions qui valorisent ce collectif, qui le mettent en avant et qui se refusent à toute tête qui ressortirait du groupe. Il y a un peu des deux aussi, à mon avis, sur Internet. C'est parce que finalement, on en a qui vont aussi peut-être mieux maîtriser les outils que d'autres. C'est toujours un souci qu'on rencontre d'ailleurs dans beaucoup de mouvements sociaux. C'est-à-dire certains ont une meilleure maîtrise des outils et vont s'en servir finalement pour se monter par rapport aux autres. Alors que dans d'autres cas, c'est quand même ce que j'ai observé donc dans les 2 groupes avec qui j'ai pu entrer en contact, la mise à profit de ces compétences va plutôt dans l'idée de composer les uns avec les autres. Et si on maîtrise un peu plus Facebook, on va essayer de se mettre à mettre à profit nos compétences pour le mouvement, tout en respectant ses idées. C'est un débat qui reste ouvert lui aussi, une grande question. Mais d'accord. Je te pose ironiquement la question avant de repasser la parole à Gwen. Mais tu voudrais sous-entendre peut-être que ceux qui maîtrisent bien l'outil ont tendance à faire prospérer leur propre communauté, leur propre groupe, en oubliant un peu le collectif, en pensant surtout à se montrer. C'est une hypothèse possible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a déjà observé en politique, c'est en politique ou dans d'autres mouvements sociaux. Il y avait les mouvements qui étaient très connus des mouvements des sans-papiers, sans domicile à l'époque, qui ont été très importants, mais où on remarquait que finalement, souvent, les postures décisionnelles, les personnes qui décidaient, qui organisaient, c'était pas les sans-papiers, les sans-domicile à l'époque. C'est des personnes qui avaient des compétences plus ou moins de discussion, des connaissances du système juridique. Donc c'est toujours une question qu'on peut se poser quand on fait face à des mouvements qui impliquent autant de personnes. Surtout quand on est face à des personnes qui viennent pas de même milieu, qui n'exercent pas les mêmes métiers, qui n'ont pas la même expérience de vie ou pas forcément le même âge. Tout le monde n'a pas les mêmes atouts, les mêmes cartes en main. Après, donc oui, à partir de là, on l'a observé, ça reste quelque chose qui pose des questions. Il y a eu la question beaucoup de porte-parole gilets jaunes ou de figures charismatiques qui auraient émergé du mouvement. Après, je pense que ça reste toujours ambivalent dans la mesure où ils sont perçus de l'extérieur par les membres du mouvement rarement comme des représentants à part entière. Et il en est de même, à mon avis, dans le cadre des groupes Facebook. Heureusement, on va dire... je pense que le mouvement des Gilets jaunes fait ressortir quand même une capacité à l'esprit critique d'une très grande partie de ses membres. Mais il est sûr que quelqu'un qui maîtrise mieux un outil que quelqu'un d'autre pourra mieux s'en saisir, qu'il s'agit de le mettre au profit du collectif ou au profit de ses intérêts personnels. Et même si pourtant, sur les idées de fond, il n'a pas grand-chose d'intéressant à dire. Tu veux dire par là que s'il a la maîtrise de l'outil et que finalement, il n'y a pas un fond énorme derrière, et c'est lui qui pourra prendre le devant de la scène. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des débats, tu l'as souligné rapidement dans les mouvements politiques antérieurs, où les gens, une fois qu'ils sont sur le devant de la scène, et là je fais un petit peu référence au fameux quart d'heure de gloire, parce que les réseaux sociaux, le quart d'heure de gloire, dont le nom de l'auteur m'échappe,
mais il y a cette tendance-là quand même sur les réseaux à se mettre en avant malgré le peu de choses qu'on a à dire. Et puis finalement, quand on se met en avant, alors que derrière il y a eu un mouvement social vraiment puissant, peut-être qu'on le phagocyte, peut-être qu'on lui fait pas forcément du bien. Donc c'est difficile pour les membres d'un groupe après de se positionner par rapport à ça. Est-ce que on arrive à séparer le bon grain de livret dans ces conditions-là, selon toi? Excuse-moi. À séparer le bon grain de livret. Je pense que ça, c'est une question, enfin, c'est quelque chose qui est très difficile dans la mesure où j'aurais une réponse sur plusieurs parties, c'est-à-dire est-ce que le tri, est-ce que la perception est bien faite de l'intérieur du mouvement et de l'extérieur du mouvement? Parce que je pense que c'est aussi ça la question qui s'est beaucoup posée, c'est-à-dire finalement en interne, personnellement, moi, pour les gilets jaunes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, ces quelques figures charismatiques qui sont aujourd'hui réputées sur les réseaux sociaux sont plus perçues comme des chauffeurs de troupes, par exemple, c'est-à-dire des gens qui les motivent, mais sans qu'ils accordent finalement plus d'importance que ça à leurs avis par rapport aux autres avis de leurs autres camarades gilets jaunes. Par contre, c'est vrai que de l'extérieur, ce qu'on a pu observer, c'est que très très vite, les médias traditionnels, par exemple, se sont intéressés à ces figures qui semblaient émerger, ont eu tendance à parfois caricaturer le reste du mouvement en fonction de ces quelques personnes. Il y a une récupération, pardon, excuse-moi, est-ce qu'il y a une récupération selon toi par les médias traditionnels de personnes qui viennent des réseaux, de Facebook en particulier? Et est-ce que les médias traditionnels sont allés s'abreuver chez les gens qui émergeaient des réseaux sociaux, des groupes Facebook? Ah oui, c'est le cas. Après, pour quelles raisons ils l'ont fait, je vais pas les supposer. Il y en a plusieurs qui sont possibles, ne serait-ce que le fait qu'on a l'habitude aujourd'hui, dans le cadre des organisations politiques et syndicales, d'avoir des représentants. Donc je pense qu'il y avait une vraie volonté de vouloir finalement retrouver des schémas similaires à ce qui avait eu l'habitude d'être vu par le passé. Donc c'était à la fois, à mon avis, par facilité ou presque par nécessité. C'est-à-dire que, imaginons si on se met à la place d'un journaliste, on a eu toujours l'habitude de présenter un représentant lorsqu'il s'agissait de faire parler une organisation syndicale ou politique. C'était compliqué dans le cas des Gilets jaunes, ils savaient pas exactement qui faire parler. Et donc je pense que ces figures qui émergeaient sur les réseaux sociaux étaient assez faciles aussi finalement à détecter. Après, je suis pas sûre que certains vont te dire que les gilets jaunes ont commencé sur les réseaux sociaux, que suite à une vidéo de qui Éric Drouet, qui Jacqueline Moreau, enfin voilà, c'est parti de là. Donc c'est normal aussi, enfin du point de vue des médias institutionnels, mainstream, qui se soit dit, bah voilà, cette personnalité-là, enfin cette personne-là a fait une vidéo qui est devenue virale et par conséquent, bah c'est forcément cette personne-là qu'on va mettre en avant sur nos plateaux, dans nos interviews, qu'on va aller chercher. Oui, dans le sens là aussi, ça se comprend, mais puis je pense que c'est aussi comme ça qu'on les voit de l'extérieur, c'est-à-dire parce qu'il y a quelque chose qui a fait remonter, parce que sinon on était face à un mouvement qui a impliqué quand même des centaines de milliers de personnes, difficile de savoir qui allait interviewer, et je pense qu'il n'y avait pas forcément la même perception en interne qu'en externe du mouvement sur la valorisation de la parole de chacun. Et ce qu'elle pouvait vouloir aussi dire du mouvement dans sa globalité, le fait que tout le monde puisse parler et participer aux discussions en étant finalement reconnu à titre d'importance égale, c'est pas quelque chose qui est souvent pratiqué ni par les médias traditionnels ni par les politiques traditionnelles. Après, je pense que finalement, même si on écoute des fois sur ces premières personnes qui ont perçu ce buzz, en fait, qui ont fait partie de ce buzz, il y a quand même aussi un certain étonnement. Ou alors, il y a parfois des luttes qui remontent aussi à plusieurs mois. Et si vous regardez le cas de Priscilla Ludowski, sa lutte n'a pas démarré au 17 novembre 2018. Elle s'était donnée à essayer de mobiliser des personnes sur les sujets tels que la hausse du prix du carburant depuis déjà un bon moment. Donc, peut-être que lui demander son avis sur cette mobilisation et sur cette protestation-là était intéressant pour comprendre d'où avaient pu sortir finalement toutes les personnes qui se sont mobilisées dans la rue au 17 novembre 2018. Après, je pense qu'il y a une différence entre peut-être ce qui s'est passé au tout début et ce buzz qui était un peu surprenant et certains qui se sont quand même beaucoup mobilisés pour que ce 17 novembre ait lieu, et d'autres formes de figures qui sont plus dans l'ordre du charismatique, où il s'agit peut-être plus de vouloir mettre en avant sa personnalité
que des personnes qui se sont données, qui se sont fait plus ou moins remarquer malgré contre gré. Enfin, quelle idée tu te faisais de la modération en fait, et puis comment à travers ton enquête, en interrogeant les modérateurs des groupes, tu as réussi à te construire ça? Et si tu pouvais l'expliquer un petit peu aux membres des groupes, par exemple, CDR, c'est un énorme groupe, il y a 389 000 ou 10 000 membres, et on se rend pas toujours compte quand on envoie des publis de ce qui se passe derrière. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Comment tu t'es construit cette représentation d'interrogeant les modérateurs? oui, bah c'est vrai que même moi pour le coup, je l'avoue, je comprenais pas grand-chose, je pense, et en fait, on voit très peu quand on est en situation extérieure, on voit très peu et on imagine très peu ce qui peut se passer finalement en amont ou en aval d'ailleurs de ce que nous on voit se défiler sur notre écran, sur le groupe Facebook. Au tout départ, j'avais vraiment des questions qui étaient très larges, qui brassaient très large. Mais c'est vrai que je pense globalement, on a plus tendance à penser aux modérateurs en se disant que c'est des personnes qui vont, par exemple, regarder les signalements que certains peuvent faire en disant tel message ça va pas ou il y a une fausse information ici. Parce que c'est un peu l'idée qu'on en a en général, c'est-à-dire que les modérateurs, la modération, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais on imagine plutôt des personnes trier des vidéos, supprimer des choses d'internet parce que soit elles sont fausses, soit elles sont trop violentes. Mais en fait, on se rend pas compte de ce que ça peut vouloir dire quand il s'agit de le faire dans le cadre d'un groupe militant où la question est quand même d'avoir des discussions qui puissent aller dans le sens d'intervenir les uns les autres, d'essayer de trouver des solutions ou de discuter de problèmes. Mais il faut un certain cadre qui permette ça. C'est pas, ça va pas de soi et c'est un travail finalement qui est très colossal. Donc ça s'est passé peu à peu en réalité parce que j'ai d'abord rencontré les modérateurs de Grenoble où là il y a vraiment s'agit de comprendre en fait comment ils allaient faire gaffe à garder en fait une certaine hospitalité, un certain respect entre les membres pour éviter que les gens s'effritent les uns les autres et s'écoutent un minimum parler ou n'aillent pas raconter aussi, parler de choses qui étaient beaucoup trop éloignées du quotidien des manifestants et de la question de la lutte. Mais c'était encore assez simple. Il s'agissait de supprimer a posteriori que les publications étaient partagées sur la page, les messages qui étaient un peu trop violents ou les messages qui avaient vraiment rien à voir. Bon, ils avaient assez de temps aussi, donc parfois ils éliminaient par exemple les choses qui étaient redondantes quand on avait énormément de fois le même message. Ça reste quelque chose qui est assez classique. Ce qui a été plus impressionnant, c'est donc quand je suis rentrée en contact avec l'équipe CDR, où là, je me suis rendu compte que déjà de 1, ils faisaient face à une quantité de publications qui est quand même extraordinaire. Donc, je ne sais pas exactement combien ça fait de publications en tout qui sont proposées par jour, mais on est quand même sur un ordre d'environ 300 publications acceptées par jour et par modérateur parfois. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que ça demande un travail qui est très chronophage. Et en plus de ça, énormément d'attention. Et c'est là où j'ai un peu plus perçu ce en quoi pouvait consister la modération quand elle est effectuée dans un aussi gros groupe. Et c'est-à-dire que là, on parlait donc de ce qu'on appelle le contrôle par approbation totale, un système d'approbation totale, où aucune publication ne peut être publiée tant que les modérateurs l'ont pas accepté. Donc ça veut dire que les modérateurs qui se partagent heureusement les publications doivent toutes, à un moment donné, les regarder, les lire et se demander si oui ou non elles rentrent dans tout ce qui est des cadres de Facebook, c'est-à-dire est-ce que Facebook ne va pas les dénoncer comme fausses informations, ce qui pourrait coûter à la page d'être suspendue ou sanctionnée, mise en sourdine. Est-ce que aussi elle va rentrer dans un cadre de respect des militants les uns envers les autres? Est-ce que les personnes se respectent quand elles interviennent sur la page? Respect soit des critères qui peuvent être identitaires, mais aussi une certaine manière de parler sans rentrer dans une forme de violence qui pourrait causer des problèmes de clivage au sein du groupe. Et enfin, est-ce que ça va être en accord avec la contestation sociale, qui était du coup le mot d'ordre large de l'équipe CDR, et plus défini selon les sujets. Et est-ce que ça avait une pertinence donc pour la lutte et pour les gilets jaunes? Et c'est quelque chose, c'est un travail qui demande, je pense, un engagement qui est très important, une sensibilité aussi, et qui peut être lourd à un moment donné sur un plan cognitif et émotionnel. C'est pas faux. Alors, sans spoiler la séquence suivante et l'échange qu'on va avoir sur vraiment la modération, sur ce qui s'est passé dans CDR, on sait que les modérateurs sont quelquefois l'interface entre la charte propre, l'éthique propre de l'équipe et les contraintes que Facebook impose. Et tu l'as souligné, on se retrouve quelquefois avec des restrictions
parce que Facebook, l'algorithme repère certaines informations, certains mots, certains commentaires, certains articles quand même. Quand il y a des restrictions, c'est que ce sont souvent des articles qui sont problématiques et met le groupe sous restriction jusqu'à ce que la publication soit éventuellement éliminée. Effectivement, il y a des chartes qui se mettent en place, il y a des règles, on dit charte éthique, enfin une éthique et des règles qui se mettent en place dans les groupes. Donc chez CDR, on se tenait à une certaine, on se tenait à cette charte qui a été construite tout au long du mouvement. Et donc on a bien compris voilà la difficulté à la fois de respecter la charte en restant collé aux revendications gilets jaunes, en restant collé au mouvement social de manière apartisane et passer sous les fourches codines de Facebook. Bon. Alors le temps passe très vite. J'ai encore deux questions qui me paraissent fondamentales. C'est le flicage sur Internet et sur Facebook en particulier, parce que c'est quand même une question importante. Et ça c'est plus sur ton expérience, le rapport que le monde universitaire peut-être a avec ce mouvement social. Moi j'ai eu des échos, j'ai entendu des choses, mais est-ce que toi, voilà, tu as entendu comment le monde universitaire a perçu le mouvement des Gilets jaunes et donc le flicage. On peut commencer par le flicage si tu veux. Et je me tais. Pour le flicage, dans l'idée, je pense qu'il faut pas se leurrer de nos jours, surtout dans la mesure où la plupart de ces groupes sont publics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison si les militants peuvent se retrouver sur Internet que la police ne peut pas se retrouver aussi. Et ils sont pas non plus. Enfin, si on utilise ces applications, celle-ci, mais d'autres aussi, pour se donner des rendez-vous, pour organiser des actions, il n'y a pas que les personnes à l'intérieur des mouvements sociaux qui sont au courant. Donc c'est toujours quelque chose qui est présent. D'où le fait qu'il faille faire attention aux mots qu'on utilise. Donc typiquement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est évoqué par les modérateurs de Grenoble. Ils avaient un problème avec certains de leurs membres qui n'avaient pas conscience de ce risque-là. Et du coup, aujourd'hui, oui, on peut être condamné. Il faut faire attention. On peut être condamné parce qu'on diffuse une fausse information en ligne ou parce qu'on appelle à la violence en ligne. C'est un vrai souci. C'est quelque chose qui est régulièrement discuté au niveau de l'État. Et c'est finalement une drôle de réponse qu'a eu Facebook aussi à des demandes de réglementation par les États européens. Et donc Facebook a toujours tendance à faire reposer beaucoup sur ses usagers et en même temps se libère d'un certain nombre de problèmes en étant dans une transparence quand même vachement accrue. Donc il faut toujours faire attention, je pense, à ces questions de surveillance policière sur Internet et d'autant plus sur Facebook quand on est dans un groupe public. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Après, sur la deuxième question, sur le rapport universitaire, je pense qu'il y a eu un peu il y a trois choses que je dirais. La première, c'est que oui, bien sûr, on a eu des personnes qui se sont trouvées, enfin, qui ont donné lieu à des dénonciations tout aussi cinglantes que ce qu'on a pu retrouver dans des médias traditionnels ou de la part de certains politiciens. C'est-à-dire qu'ils se sont lâchés sur le fait d'aller, souvent c'était dans le cadre d'essais, hein, mais sont lâchés à vouloir faire porter au mouvement des Gilets jaunes et à ses membres toutes sortes d'étiquettes. On a eu de gros débats, par exemple, sur la question du populisme, ce genre de choses. Mais c'est pas la partie la plus intéressante. Finalement, je pense que c'est des personnes qui, au sein du monde universitaire, ont quand même très vite été amenées à rester dans leur coin parce que c'est des formes d'essayisme, souvent, c'est remarqué là. Par contre, il y a beaucoup d'universitaires qui ont été qui se sont réveillés comme d'un coup aussi aux yeux du mouvement, je pense, parce que c'était un événement comme celui-là, quand on s'intéresse au lien social, à comment les gens fonctionnent les uns avec les autres, vivent les uns avec les autres, bah, c'est quand même assez exceptionnel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mouvement social qui rassemble plus que des catégories, soit d'emploi, soit des catégories comme les étudiants, les enseignants qui reviennent assez souvent dans des petites mobilisations sociales. Et puis surtout, on a fait face à un mouvement qui a forcé quand même le gouvernement à donner un certain nombre de réponses, même si elles n'étaient pas toujours dans le sens que c'était demandé. Ils n'ont pas pu rester dans un non-dialogue. Ils ont été à un moment donné dans l'obligation de dialoguer avec. Et après, par contre, je pense que ça, c'est plus quelque chose qui tend à t'observer. On avait un auteur qui était intéressant qui s'appelle Gérard Mauger, qui avait supposé quelque chose pour répondre en quelque sorte à toutes les personnes qui trouvaient ça finalement super surprenant, qu'on ait des personnes qui viennent de plein de catégories professionnelles dans le mouvement des Gilets jaunes, en répondant que souvent on sous-estimait les habitus, c'est-à-dire les manières d'être au monde, qui pouvaient être finalement très proches entre les ouvriers, les employés, les commerçants, les artisans, et ce qu'il appelait les intellectuels de première génération.
Donc par là, ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire des personnes qui sont nées justement de familles ouvrières, d'employés, d'artisans, de commerçants, et qui vont avoir des postes de cadre ou par exemple des postes en recherche, en enseignement. Et c'est vrai que finalement, dans la manière d'être au monde, il peut y avoir des proximités qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait être amené à le supposer quand on regarde leurs conditions de vie matérielles ou les endroits dans lesquels elles habitent. Et je pense qu'il y a de ça aussi dans le fait que les chercheurs et dans le monde universitaire, beaucoup se sont intéressés aux gilets jaunes. On se le garde pour la prochaine fois parce que là, tu remettrais presque en cause la grille de lecture marxiste sur les classes sociales, mais on se le garde pour la prochaine fois. Est-ce que, pour finir, parce que c'est une question que j'ai évoquée avant et j'aurais aimé t'entendre là-dessus, il y a quand même une partie de ton mémoire qui est consacrée à un moment à la survenue de la pandémie et de la crise sanitaire, sans se positionner sur ce qui se passe et encore actuellement, on est toujours dedans. Les mesures continuent à pleuvoir sur nos têtes à travers des conseils de défense étranges et un peu obscurs d'ailleurs. Mais comment la survenue de la pandémie elle a modifié selon toi l'approche des groupes Facebook et du mouvement Gilets jaunes dans son ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure. Facebook peut-être c'est un reflet du mouvement, mais bon, c'est partiel et partial. Mais est-ce que la survenue de la pandémie elle a rebattu les cartes? Comment tu le vois? Je pense que c'est le bon mot justement. En fait, je l'ai abordé, je l'ai choisi pour un focus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop de choses qui sont discutées sur Facebook. Donc, il fallait choisir un petit morceau pour essayer de voir ce qui se passait de manière assez fine. Donc, il s'agissait de faire un focus finalement et pas tant de... J'aurais pu prendre un autre sujet comme la loi sécurité globale. Mais c'est vrai que je me suis dit, celui-là, de toute façon, on est dedans. C'est un contexte qui va rester et c'est difficile de le contourner. Je l'ai abordé sous l'angle d'une épreuve. Et je pense que ça a été ça, la pandémie et tous les sujets auxquels elle peut donner lieu pour les groupes de gilets jaunes sur Facebook beaucoup, mais aussi dans la vie réelle, enfin dans le monde physique, c'est-à-dire une épreuve, c'est-à-dire quelque chose qui force en quelque sorte à redéfinir ce qu'on est, à réexprimer les règles et ce qui rassemble. Et donc elle a été elle a finalement tendu les débats dessus ont tendu à refléter ce qui se passait au sein des groupes. Je pense pas que elle ait pu atteindre de manière définitive et donner en quelque sorte un coup de grâce au mouvement. Je pense par contre qu'elle a demandé et elle a appelé au sein des groupes, ou en tout cas au moins pour ceux qui étaient encore très mobilisés ou qui discutaient sur Facebook, à se redéfinir, à réaffirmer des règles. Donc pour certains, effectivement, peut-être que une totale réorientation sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec les sujets abordés dans le cadre du mouvement, de la contestation jusque-là, est faite, c'est-à-dire ils ont presque été débordés, tu vois, ensevelis par la pandémie, par les sujets liés à cette crise sanitaire, au point que l'objectif de départ était un peu oublié derrière cette actualité-là. Pour d'autres, par contre, finalement, ça a permis de réaffirmer un fonctionnement collectif et une orientation qui était, même si elle reste large, très forte et très partagée, celle de la contestation. Bon, après, c'est encore un autre débat, mais peut-être que voilà, une partie du mouvement, une partie des gens, à un moment, se sont un petit peu éloignés de la contestation et des revendications historiques des Gilets jaunes. Je te promets et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec toi et en faisant référence au reste de ton travail dans ton mémoire, qu'on mettra à disposition avec ton autorisation évidemment. Et voilà, je te remercie beaucoup pour en tout cas avoir répondu à nos questions. On va continuer à avancer ensemble, j'espère, avec les membres du groupe, les gens qui sont dans le mouvement, les gens qui rejoignent le mouvement, tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et encore merci Louise pour ton travail et pour tes lumières. Merci beaucoup à toi et à toute l'équipe de CDR qui travaille activement à faire tout ça.